bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une fois en Asie. Aujourd'hui nous allons revenir sur la grande saga créée par Akira Toriyama en 1984 et qui perdure toujours aujourd'hui, c'est-à-dire Dragon Ball. Nous allons plus particulièrement nous intéresser aux 3 derniers films de la franchise, c'est-à-dire Battle of Gods, La Résurrection de Freezer et Dragon Ball Super Broly. Pourquoi se focaliser sur ces 3 films en particulier? Eh bien tout simplement parce qu'ils symbolisent le grand retour de Dragon Ball. Puisque nous allons évoquer la fin de la franchise, inutile de dire que nous allons revenir en profondeur sur le manga, sur la série Dragon Ball Super qui se déroule entre la résurrection de Freezer et Broly, et inévitablement les 3 derniers films. Donc, ça va spoiler un max. Donc si vous êtes prêts, prenez votre nuage magique et on y va. Avant d'aborder les 3 derniers films, revenons bien évidemment sur le manga d'Akira Toriyama et ses adaptations télévisuelles. Né en 1955, Akira Toriyama se spécialise dans un premier temps dans le dessin de publicité avant de se lancer dans le manga de manière difficile. Et pour cause, la plupart de ses productions finissent sans suite car elles sont jugées mauvaises ou tout simplement que les éditeurs n'en veulent pas. Toutefois, il se fait repérer par Katsuhiko Torishima, un éditeur qui va donc l'aider à persévérer dans le milieu. Après moultes essais ratés, Akira Toriyama trouve son premier hit en 1980 avec Dr. Slump. Le manga met en scène Aral ou Arale, une androïde créée par le fameux docteur éponyme et qui va devenir progressivement une sorte de super-héroïne. Akira Toriyama sera tellement submergé par le buzz du personnage qu'il finira par l'intégrer dans Dragon Ball, ce qui permet dans un certain sens de connecter les univers de ces 2 mangas phares. Le succès est tel qu'Akira Toriyama est devenu un des mangaka les mieux payés de l'époque et la Toei Animation a produit une série animée entre 1981 et 1986 avant d'en faire une autre entre 1997 et 1999. Mais Toriyama commence à se lasser de Dr. Slump et il décide donc de se lancer dans un nouveau projet qu'il nomme dans un premier temps Dragon Boy. Dragon Boy est au départ une simple histoire publié en 1983, qui deviendra progressivement Dragon Ball et ses 42 tomes publiés entre 1984 et 1995. Pour son point de départ, Toriyama s'inspire en grande partie du Voyage en Occident, un roman très célèbre qui a donné lieu à plus d'une adaptation, que ce soit les Journey to the West de Stephen Chow et Tsui Hark, Le Roi Singe, déjà avec Stephen Chow et réalisé par Jeffrey Lowe, ou encore Le Royaume Interdit de Rob Minkoff avec Jet Li et Jackie Chan. Parmi les personnages du roman, on retrouve bien évidemment le roi singe et le démon porcin qui ont inspiré à leur manière Son Goku ou Son Goku, cela dépend comment vous le prononcez, et Oolong. Autre inspiration d'Akira Toriyama, les films de Jackie Chan et plus particulièrement le maître chinois que l'on connaît plus communément sous le titre de Drunken Master. Comme cela a été souvent raconté depuis, Akira Toriyama a dû continuer inlassablement Dragon Ball jusqu'au point de nos retours en 1995. Cela est dû en grande partie au succès fracassant du manga au fil du temps, mais également aux séries animées qui en ont découlé, que ce soit Dragon Ball à partir de 1986 ou Dragon Ball Z à partir de 1989. On note également une nette différence entre la période Dragon Ball et la période Z, puisque les 2 périodes n'ont en soi pas grand chose à voir. D'un côté, nous avons Dragon Ball qui misait beaucoup sur l'aventure, les combats, mais également sur l'humour, et de l'autre Z, qui est beaucoup plus bourrine, va plus dans la science-fiction, que ce soit les voyages dans le temps ou les voyages spatiaux, et va dans un certain sens être de moins en moins bien. Les causes sont bien évidemment une profusion de personnages, une mythologie de plus en plus envahissante au fil du temps, et surtout que le manga est devenu beaucoup trop long au point d'en devenir un peu lassant. Puis bien évidemment, il y a les séries animées qui parfois n'aident pas non plus. Parce que si Dragon Ball était encore un minimum agréable à ses débuts, bien évidemment, plus les arcs s'allongent, et plus les épisodes aussi. Donc on se retrouve facilement avec des arcs narratifs qui durent plus de 100 épisodes, où globalement il ne se passe pas grand chose. Et pour cause, les arcs narratifs vont donc être très longs, mais cela ne signifie pas qu'il va se passer beaucoup de choses. En général, parfois dans un combat, vous allez avoir des flashbacks, une mise en attente, ou tout simplement des ralentis d'actions précédentes. Certes, Dragon Ball et Dragon Ball Z n'ont pas inventé cela, mais il se trouve que depuis, la plupart des séries shonen vont justement jouer sur ce type de pratique, et en particulier les séries qui adaptent des mangas qui sont en cours de publication. La partie Z n'est pas la meilleure du manga, mais elle a aussi ses atouts majeurs, et parmi eux, il y a bien évidemment Vegeta. Vegeta est au début un personnage qui est envoyé pour exterminer la Terre, et il va devenir progressivement un héros au fil du récit. Il y a toujours la rivalité entre lui et Goku, mais justement, leur recherche de puissance commune va leur permettre de se rapprocher au fur et à mesure du temps.
Il va également connaître l'amour sur Terre avec Bulma, avec qui il aura 2 enfants, Trunks et Bra, que l'on verra par la suite dans Dragon Ball GT, puis dans Dragon Ball Super. Donc en soi, Vegeta n'est pas un être mauvais, mais quelqu'un qui s'est trompé de voie et qui va petit à petit la trouver à travers son humanité. De la même manière, l'enchaînement des arcs narratifs des robots du Dr Gero et de Cell donne lieu à une saga passionnante, auquel on peut également rajouter l'histoire de Trunks du futur qui est absolument géniale. Donc malgré que la période Z est moins passionnante et beaucoup trop longue, le manga est toujours un exemple de shonen divertissant et bien foutu. Avant même la publication du manga par Glénat à partir de 1993, les séries Dragon Ball avaient donc permis au manga de se faire une véritable réputation, qui plus est via l'une des plus grandes émissions jeunesse de son temps, le Club Dorothée. Et ce, même si on peut préférer les génériques originaux comme Shala et Chala ou Igota Power par rapport au générique assourdissant d'Ariane. Alors que l'on pensait l'aventure terminée, avec dans un premier temps la fin du manga en 1995, puis l'arrêt de Dragon Ball Z en 1996, la même année est diffusée Dragon Ball GT, une série originale, toujours produite par la Toei Animation. Cette fois-ci, Akira Toriyama ne s'implique pas trop, préférant se focaliser sur le chara-design. Donc pour ce qui est de l'histoire, il n'y a pas trop participé, et cela se ressent un petit peu, puisque les arcs narratifs de Dragon Ball GT sont assez faiblards dans l'ensemble. Même l'évolution de certains personnages connus en prend un coup, à l'image de Sangoten et Trunks, qui, de gamins survoltés, deviennent ici des personnages complètement mous. La série a d'ailleurs été très mal diffusée en France, et ce pour 2 raisons. La première est la fin du Club Dorothée en 1997, condamnant plus d'une série japonaise à ne plus être diffusée sur l'antenne de TF1, ou alors à moindre dose. La seconde cause est bien évidemment qu'AB Productions a lancé sa propre chaîne de télévision sur le satellite, ce qui n'a pas trop plu à TF1, qui en plus en avait vraiment marre des différentes polémiques survenues depuis les années 90 avec toutes les séries japonaises. Donc depuis 1997 et l'arrêt du Club Dorothée, TF1 n'a plus vraiment touché aux séries japonaises, non seulement en ne rediffusant pas les séries japonaises qu'elle diffusait avant, mais également en n'en choisissant plus vraiment pour sa programmation jeunesse, à part si l'on accepte bien évidemment Pokémon et Digimon. Ce qui a bien arrangé AB Productions, qui a pu diffuser toutes les œuvres présentes dans son catalogue sur ses propres chaînes, et notamment Dragon Ball GT qui a fini par être diffusé à la fin des années 90. Si la franchise a plus ou moins été au repos entre 1996 et 2013, il se trouve qu'elle n'a jamais été vraiment éteinte. Le manga a été republié sous diverses éditions en France, il y a eu une pléthore de jeux vidéo, notamment estampillés Dragon Ball Z, et puis il y a eu ça. Alors certes, il y a déjà eu des adaptations de Dragon Ball en live action, et ce depuis 1989, qu'elles viennent de Taïwan ou alors de Corée du Sud. Mais cette adaptation-là, elle a quand même fait très mal. Et encore aujourd'hui, on essaye tous de l'oublier. Puis en 2012, la Toei Animation annonce la mise en production d'un nouveau film Dragon Ball pour l'année 2013. Et cette fois-ci, Akira Toriyama s'y implique un peu plus. Bien que l'on ne parle pas encore à l'époque de la future série Dragon Ball Super, en revanche, Battle of Gods est littéralement le premier arc narratif de la série, tout comme la résurrection de Freezer, le film qui suit, en sera le second. Autre fait marquant dans la franchise, Battle of Gods est le premier film à s'intégrer directement dans le canon Dragon Ball, et ce sera également le cas de la résurrection de Freezer et de Broly. C'est toute la différence avec les précédents films qui, eux, étaient considérés comme des aventures à part. C'est-à-dire que vous pouviez les voir sans forcément regarder Dragon Ball ou Dragon Ball Z ou même lire le manga. C'était des bonus en quelque sorte. Bien que le film prend des libertés sur le dénouement du manga, et en particulier sur ce qui concerne le personnage Toob, il se trouve que Battle of Gods est littéralement une suite directe du manga et évidemment de la série Dragon Ball Z. À la réalisation, on retrouve Masahiro Osoda, à qui l'on doit des épisodes des Chevaliers du Zodiaque, de Sailor Moon, d'X, ou encore de Digimon Fusion. Il a également été assistant réalisateur sur le premier film Ken le Survivant. Inutile de tourner autour du pot, Battle of Gods est vraiment un mauvais film, et ce pour plusieurs raisons, la première étant bien évidemment sa durée. D'habitude, les films Dragon Ball ou Dragon Ball Z sont compris dans une fourchette entre 40 et 60 minutes, même si parfois il est arrivé que cela augmente. Mais cela permettait dans tous les cas des intrigues certes concises, mais qui se prêtaient bien à ce format. Ici, c'est beaucoup trop long, avec plus d'1h45 si vous le regardez en version longue. La preuve avec toutes ces scènes de remplissage faites pour l'anniversaire de Bulma. Pour vous situer, Bulma fait donc son anniversaire, le roi Pilaf et ses collaborateurs essayent par tous les moyens de retrouver les Dragon Ball, ce qui entraîne des péripéties supplémentaires, puis en même temps on a Beerus, le dieu de la destruction, accompagné de son maître Whis, qui débarque sur Terre pour la faire exploser, ce qui donne lieu à des tensions, parce que Vegeta ne sait pas trop quoi faire à ce moment-là, et finalement on se retrouve avec
facilement 20 minutes en trop. Beerus et Whis ne sont pas des mauvais personnages, mais il se trouve que l'angle choisi pour les aborder n'est pas forcément le meilleur. Ainsi, pendant tout le film, on les voit en train de manger, ce qui n'est pas vraiment intéressant, et au bout d'un moment, cela devient vraiment poussif. Malgré que le film soit globalement inintéressant, il se trouve qu'il a parfois quelques moments intéressants, comme lorsqu'il aborde à nouveau la mythologie de Dragon Ball. On apprend ainsi de Shenron qu'il existe un niveau de puissance supérieur au Super Saiyan 3, c'est-à-dire le Super Saiyan divin, soit un être au cœur pur. On apprend également qu'il existe au moins 12 univers et que nos héros font partie du 7e, ce qui mènera à un arc narratif présent dans Dragon Ball Super, où nos héros combattront divers personnages issus de différents univers dans un grand tournoi d'arts martiaux intergalactiques. Le film prend également une tournure intéressante lorsque Vegeta pète littéralement un plomb suite à l'agression de Beerus sur Bulma, preuve que le personnage s'est considérablement humanisé au contact des terriens. Ce qui permet également un moment particulièrement jouissif où Éric Legrand se donne corps et âme en VF. Battle of Gods ayant bien marché, la Toei Animation rempile avec la résurrection de Freezer, sorti en 2015. Le film est réalisé par Tadayoshi Yamamuro, animateur sur les différentes séries Dragon Ball, mais également sur Le Château dans le ciel, L'œuvre de l'ange Mamoru Oshii, ou le premier film Ken le survivant. La résurrection de Freezer est un film qui fait plaisir dans la mesure où il fait complètement oublier le ratage que fut Battle of Gods. Il laisse tomber les différentes scènes de remplissage pour aller directement à l'essentiel, et son sujet est aussi simple que son titre. Freezer est ressuscité par les Dragon Ball, ses lieutenants lui offrent une armée, ils vont sur Terre pour exterminer la planète, le groupe de Sangoku finit par exterminer les 3/4 des bonhommes, sauf Freezer bien évidemment, qui, lui, aura droit à son combat avec Vegeta et Sangoku en temps voulu. À cela, rajouter des scènes de combat qui durent au moins sur une bonne heure du film et qui permettent justement au réalisateur de se faire plaisir en termes de mise en scène. D'autant que pendant un moment, on se retrouve avec divers points de vue qui permettent par leurs diverses techniques de proposer quelque chose d'intéressant à voir. Les scénaristes optent même pour un retournement de situation plutôt couillu, puisque même s'il ne dure pas très longtemps à l'écran, il se trouve qu'il permet un bon moment d'émotion et renforce toujours un peu plus les relations amicales entre Vegeta et Sangoku. 2 mois après la sortie de la résurrection de Freezer, débarquait sur le petit écran japonais la série Dragon Ball Super. Une série qui n'a pas toujours été bien accueillie par le public, en grande partie parce que son animation a été jugée un peu brouillonne sur ses débuts. En 2017 est annoncée la mise en production d'un nouveau film Dragon Ball, qui plus est cette fois-ci rattaché à la série Dragon Ball Super. La réalisation est confiée à Tatsuya Nagamine, réalisateur du 12e film One Piece, c'est-à-dire Z, sorti en 2012. Les scénaristes décident d'incorporer un personnage dit culte de la franchise, mais qui n'avait jusqu'à maintenant jamais été considéré comme faisant partie du canon, c'est-à-dire Broly. C'est en 1993 qu'il effectue sa première apparition dans le film Broly le super guerrier. Broly est en fait un des rares survivants de la planète Vegeta qui fut réduite à néant par Freezer. Ce film de Shigeyasu Yamushi est certainement un des plus importants de la franchise, et pour cause, Broly est certainement un des meilleurs antagonistes que combattront Sangoku et ses amis. Il est implacable, violent, destructeur, si bien que l'on peine à croire que les personnages arrivent encore à survivre à la fin du film, et surtout à le mettre en échec. Broly est d'autant plus intéressant qu'à la base il s'agit d'une victime. Victime dans un premier temps du roi Vegeta qui ne veut pas d'un enfant aussi puissant que son fils Vegeta, et le fait donc exiler avec son père Paragus, mais également par Paragus lui-même parce qu'il le contrôle le plus possible au point d'entraîner des frustrations et par la suite un côté totalement incontrôlable et destructeur. Broly réapparaîtra dans 2 films sortis en 1994, le premier Le Retour de Broly, ou Rivaux dangereux, et le second Bio Broly. 2 suites assez ratées qui se distinguent surtout par leur manière de tirer sur la corde. Pour preuve les scénarios des 2 films, le premier met en scène Broly qui a finalement atterri sur la Terre, et le second met en scène un clone de Broly. Avec Dragon Ball Super Broly, il était donc temps d'incorporer le personnage dans le canon de la franchise. Ce film apparaît en fin de compte comme une sorte de reboot du personnage, donc l'action ne se situe plus comme dans les films à la période Cell, ou tout du moins dans les environs. Elle se situe après la série Dragon Ball Super, ce qui n'a pas forcément trop plu à certains fans. Sangoku et Vegeta ont évolué depuis, devenant des Super Saiyans divins, ce qui entraîne un changement de puissance dans l'affrontement, même si Broly reste tout de même assez incontrôlable et violent. Même si le film fait table rase du passé, il se trouve qu'il fait plusieurs fois allusion au film de 1993. En 1993, Paragus et son fils sont chassés du pouvoir et survivent grâce à une bulle lors de la destruction de la planète Vegeta. Aujourd'hui, Broly est expulsé car il est trop puissant par rapport à Vegeta et Paragus finit par le rejoindre avant la destruction de la planète Vegeta.
En 1993, Vegeta et les autres sont amenés sur une planète par Paragus sous un faux prétexte. Aujourd'hui, Paragus et Broly sont retrouvés par des hommes de Freezer, qui est depuis revenu à la vie dans Dragon Ball Super, et ce dernier les envoie sur Terre pour affronter Sangoku et Vegeta. En 1993, Sangoku parvenait à vaincre Broly grâce à l'énergie cumulée de ses camarades. Ici, il opte pour la fusion avec Vegeta et il y a également l'utilisation des Dragon Ball. En 1993, Broly tue son père car il essaye de s'échapper sans lui. Aujourd'hui, Freezer tue Paragus car il essaye de rendre Broly encore plus incontrôlable qu'avant. La fin peut être vue comme gentillette, mais elle conforte dans l'idée que Broly est finalement une victime et qu'il n'est pas responsable de ses actes en quelque sorte. L'ouverture est d'ailleurs l'occasion de montrer des origines légèrement différentes des Super Saiyans, et notamment en ce qui concerne Sangoku. Dragon Ball Super Broly apparaît comme un bon divertissement avec ses scènes d'action dantesques et un scénario plutôt pas mal. Toutefois, on peut reprocher à l'animation d'être parfois douteuse à force de jouer sur le cel shading et les CGI, donnant lieu parfois à des personnages qui n'ont aucune expression faciale. On peut également préférer le film de 1993, beaucoup plus défaitiste et brutal, et ce bien que le film de 2018 est assez chargé là-dessus aussi. En attendant, Dragon Ball Super Broly est un grand succès international avec plus de 100 millions de dollars de recettes totales. Ce qui peut amener au retour de la série Dragon Ball Super ou alors à la création d'une nouvelle série et bien évidemment de nouveaux films. Comme quoi la franchise Dragon Ball a encore de belles heures devant elle. Donc voilà pour ce nouveau numéro d'Il était une fois en Asie, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à la commenter sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission d'Il était une fois en Asie, qui sera cette fois-ci consacrée à la franchise Pokémon.